On a 3 dirigeants politiques qui, dans les 3 plus grandes nations européennes, sont extraordinairement fragiles. Emmanuel Macron, Merz, Starmer. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas l'approbation de leur population, qui sont soit fruits de coalitions contre nature, soit, comme c'est aujourd'hui le cas en France, gouvernés par des gens qui n'ont pas de majorité au Parlement et qui imposent de facto un pouvoir à leur peuple qui est rejeté et qui cherchent, à travers l'exutoire de la confrontation géopolitique, une justification à leur maintien au pouvoir et à leur domination. Et ces gens-là sont capables de nous amener à des grandes catastrophes. Ils sont capables de nous amener à ouvrir des fronts dans le seul but de se perpétuer au sein du pouvoir. La France est perdue et bloquée dans un projet continental français qui consistait à s'insérer et à renforcer sa force. C'était l'intention d'Emmanuel Macron, énoncée dans le discours de la Sorbonne dès 2017, dans mon souvenir, octobre 2017 ou 2018, à vérifier, et qui consistait en fait à faire l'Europe puissance, il appelait ça comme ça, et à donner à la France une place cardinale au sein de cette institution, de ces institutions, sans pour autant même essayer d'y défendre le français. Rappelons que le Royaume-Uni, que l'anglais est la langue dominante dans l'Union européenne, alors que le Royaume-Uni en est sorti, et qu'à part l'Irlande, on n'a plus un pays qui parle anglais dans cette institution en 27. Donc on est dans une perspective de courte vue qui nous met toujours plus en tension avec les grands blocs, parce que en réalité, on cherche à exister par nous-mêmes, mais sans avoir une idée de pourquoi ou dans quelle direction. Donc, on est vu comme des provocateurs arrogants, un peu énervants et gênants, ce qui explique la dernière sortie de Vladimir Poutine par rapport à la coalition des volontaires, où il annonce qu'en gros, la disposition... C'est là où on voit, c'est-à-dire que ce qu'il acceptait il y a encore quelques mois, maintenant, c'est fini. Donc, il vient d'annoncer que la présence de soldats provenant de cette coalition sur le sol ukrainien serait considéré comme un acte de guerre et ils seraient des cibles légitimes. Donc, bye bye, parce qu'évidemment, on ne va pas se mettre dans cette position-là. Donc, toute l'agitation proposée par Emmanuel Macron depuis quelques mois sur ce qui lui apparaissait comme la nouvelle solution pour avoir de la France une position dominante sur cette question, sur cette zone territoriale, eh bien, s'effondre. L'une des premières critiques que j'énonce à l'égard d'Emmanuel Macron sur la position en Ukraine, quels sont nos intérêts géostratégiques sur le terrain et qui nous amènent à prendre cette position-là? Qu'est-ce qui fait qu'on cherche à s'impliquer de cette façon dans le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine? Il n'y avait pas d'explication géostratégique ou géopolitique. La France, aujourd'hui, est face à une situation critique pour une raison très simple. On parle beaucoup du danger russe. Les Danois, encore il y a 6 mois, disaient la seule menace qui existe pour nous, c'est la Russie. Là, aujourd'hui, ils ont l'air malins avec les États-Unis qui veulent saisir le Groenland. Nous, on s'est centré sur l'obsession russe, où on se retrouve à arrêter. Il y a une femme qui s'est fait arrêter il y a quelques semaines parce qu'elle avait posté des posters, elle avait mis des posters autour de l'Arc du Triomphe à Paris. Elle a peut-être financé des gens dans le Donbass et ça a terminé dans l'escarcelle des gens qui étaient militarisés. Qu'est-ce qu'elle faisait et pourquoi est-ce qu'elle a été arrêtée? Elle mettait des posters à droite à gauche qui rappelaient quoi? Qui rappelaient que l'Allemagne avait été vaincue grâce à la Russie. Et qu'en réalité, si nous n'étions aujourd'hui plus sous occupation allemande, c'était grâce à l'engagement des troupes russes, ce qui était quelque chose de très su jusqu'aux années 60-70 en France, et qu'on a complètement oublié, parce que ceux qui ont pris la maîtrise du narratif avec tous les films, et Hollywood et autres, c'est les États-Unis. Donc on regarde le monde à travers Spielberg, et donc on a l'impression que c'est le débarquement qui a changé le destin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose de pas fondamentalement nocif, c'est un pur rappel historique. Et bien, elle se retrouve arrêtée, poursuivie pour des histoires d'ingérence au sein de l'État, et la DGSI est très fière d'avoir fait tomber cette extraordinaire menace pour l'État, tandis qu'elle laisse passer tout le reste sans aucune difficulté. La France, aujourd'hui, elle a quoi comme adversité? Elle a quoi comme danger structurel? Elle a le fait que l'Allemagne, en 2026, va avoir un budget militaire 2 fois plus important que le français. Wunderbar. Grâce à quoi? Grâce à notre fixation obsessionnelle sur le conflit russo-ukrainien, on est en train de réactiver
c'est pas que le peuple allemand soit ontologiquement menaçant pour la France. Enfin, on pense même structurellement sur l'histoire longue, les Francs étaient germains. Donc, je veux dire, notre nation est née de cette hybridation entre nos territoires et nos cultures. C'est tout simplement que la physique des puissances fait que quand vous avez une course à l'armement entre deux grandes puissances économiques qui sont par ailleurs en difficulté, qui font face à une crise politique, à une crise économique et industrielle, et qui donc font face à un mécontentement grandissant de leur peuple, qui aujourd'hui se fixe sur la question de l'immigration, ce qui est un purgatoire naturel, vous voyez, de la violence interne. On va sur le bouc émissaire, la figure de l'étranger, mais qui à un moment donné peut très rapidement basculer sur la figure du voisin, et en l'occurrence de l'allemand. À un moment donné, on est sur un aveuglement qui est particulièrement dangereux et qui nous met en difficulté, parce qu'il ne va pas y avoir de communauté de destin entre nos peuples quand on sera armé jusqu'aux dents et qu'on pensera que notre existence est en jeu face aux reconfigurations géopolitiques qui sont en cours. On a 3 dirigeants politiques qui, dans les 3 plus grandes nations européennes, sont extraordinairement fragiles. Emmanuel Macron, Merz, Starmer. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas l'approbation de leur population, qui sont soit fruits de coalitions contre la nature, soit, comme c'est aujourd'hui le cas en France, gouvernés par des gens qui n'ont pas de majorité au Parlement et qui imposent de facto un pouvoir à leur peuple qui est rejeté et qui cherchent, à travers l'exutoire de la confrontation géopolitique, une justification à leur maintien au pouvoir et à leur domination. Et ces gens-là sont capables de nous amener à des grandes catastrophes. Ils sont capables de nous amener à ouvrir des fronts dans le seul but de se perpétuer au sein du pouvoir. Et aujourd'hui, or, géostratégiquement, la France, par rapport continentalement d'abord, c'est le contrepoids à une Allemagne qui est perçue comme une menace potentielle par la Russie. Là encore, pour des facteurs structurels. Structurellement, par la proximité. Oui, mais la Pologne n'a pas l'assise et la puissance aujourd'hui. Encore, dans 10 ans, le PIB. Oui, non, le PIB oui, mais alors, le PIB, attention, c'est un flux, c'est la production à un instant T. Il y a quand même toute l'accumulation de richesses qui fait que quand bien même le PIB, à un moment donné, croisse de façon si massive, il y a encore tout un effet de rattrapage à mettre en œuvre sur la structure économique qui reste en place, les investissements accumulés sur des décennies. Mais à un moment donné, on va être obligé de réfléchir non plus d'un point de vue moral, mais d'un point de vue des dynamiques de poids géopolitique, pour dire on est obligé de rétablir un axe franco-russe si on souhaite stabiliser l'Europe.